donc ce soir, la question du transhumanisme. Quelques présentations, quelques définitions du transhumanisme, de poser cette question de est-ce que demain l'augmentation deviendra la manière la plus certaine de penser le soin, sachant qu'on verra que dans la définition du manifeste du transhumanisme, il existe un droit moral d'accéder aux nouvelles technologies pour précisément s'augmenter. Donc, c'est voilà, c'est tout à fait, comment dire, une problématique importante. Ensuite, bien évidemment, de proposer aussi la critique de ce mouvement transhumaniste, et notamment avec les textes de Beignet, on y reviendra, d'interroger si le transhumanisme est une continuité ou non, parce que très souvent il y a ça aussi, il y a une sorte de réhabilitation, de banalisation du mouvement transhumaniste, au sens où l'homme est depuis tout temps homo faber, hein, il est issu de la technique, et donc il fabrique des choses, et nécessairement il est construit aussi par cette technique. Et donc, le transhumanisme ne serait que la suite de cette évolution, avec le fait même d'aller s'interroger sur des racines plus ou moins chrétiennes de cette question du transhumanisme, d'aller chercher à la rescousse des auteurs comme Teilhard de Chardin, comme en amont Pic de la Mirandole. Bon, donc on va interroger aussi un peu ça. Dans un deuxième temps, enfin dans un troisième temps, mais qui sera en fait sans doute le deuxième, on se posera la question qui est la question qu'avait posée Antonin Artaud, à savoir, est-ce que le corps est assimilable à l'organisme? Et s'il ne l'est pas, est-ce qu'on peut avoir une expérience autre du corps, qui ne passe pas par notamment la bonne santé de cet organisme ou le fonctionnement standard de cet organisme? Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Et donc de parler de la question de l'hybridation. Qu'est-ce que c'est qu'un corps hybride demain? De poser également, comme des artistes peuvent le faire, le corps comme ready-made, nouveau. Bon, et donc on dira quand même un petit peu quelque chose de cela. Et puis, pour terminer, revenir sur ce que Günther Anders a appelé la honte prométhéenne, c'est-à-dire cette idée que vous trouvez dans l'obsolescence de l'homme, cette idée que l'homme, précisément, se trouve humilié d'une certaine manière par la puissance de ses créations, n'étant lui-même pas à la hauteur des créations qu'il a pu commettre. Et donc, cette idée de honte prométhéenne. Et qu'est-ce qu'on oppose à ça? Sachant que la voie classique, bien évidemment, des humanités est une voie qui considère que la plénitude n'est pas assimilable à la performance, que l'accomplissement de soi n'est pas assimilable au dépassement de soi, au sens où il faudrait sans cesse remettre en cause les limites. Et puis, face à Prométhée, il y a aussi une autre grande figure, qui est notamment celle des arts, celle de la sublimation, celle du monde souterrain, celle de la confrontation avec la mort, qui est celle d'Orphée. Et donc, est-ce que là, il y a aussi un itinéraire intéressant à mobiliser avec Orphée, notamment sur la question de la métanoïa. La métanoïa, c'est la conversion, normalement, c'est la métamorphose, mais la métamorphose non pas du corps, la métamorphose de la forme, au sens de la métamorphose de l'esprit, la métamorphose de l'âme, et bien évidemment, depuis toujours, l'homme cherche à se transcender
intellectuellement, à se transcender dans son esprit, ou par, encore une fois, quantité d'œuvres qu'il peut mettre en place, ou à avoir une relation avec ce qui le transcende, éventuellement la spiritualité, éventuellement la religion, ou que sais-je. Bon. Donc, définition du transhumanisme d'abord. Alors, différents textes. Le premier article, c'est celui de Laurent Alexandre, Transhumanisme versus bioconservateur aux presses de Sciences Po. Bon, on va voir un petit peu comment il définit cela. Un deuxième texte également pour définir le transhumanisme, qui est celui de Catherine Deschamps-Leroux. Et c'est dans une revue Gérontologie et Société de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, puisque là, elle est allée interroger la quête de l'immortalité et l'utopie du transhumanisme, notamment par rapport à la question de la vieillesse et de la médicalisation à outrance de la vieillesse et des nouvelles approches de la vieillesse. Donc, elle dit également quelque chose du transhumanisme en donnant quelques portraits des principaux personnages du transhumanisme. Et puis, également un autre texte de Brice de Malherbe, toujours dans ce même numéro de 2016 de Gérontologie et Société de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Et le texte, c'est « Quelle immortalité, un regard téléologique ». Et là aussi, je reviendrai sur quelques définitions de ce texte-là. Et pour commencer, vous avez vu, je suis beaucoup plus, comment dire, vous avez vu là, ça s'appelle l'évolution quand même. Donc, ça me ferait plaisir, bon, il faudra couper tout ça. Alors, on y va. Donc, d'abord, la première, dans le texte de Laurent Alexandre, la première utilisation du mot transhumanisme, dit-il, remonte aux années 50 et sa popularisation dans les années 90. Et c'est effectivement à cette période que des chercheurs commencent à cerner les promesses d'une convergence des sciences, et notamment de cette convergence des nanotechnologies, de la biologie, de l'informatique et des sciences cognitives, ce qu'on appelle classiquement les NBIC. Et donc, le transhumanisme est la promesse, entre guillemets, de cette convergence magnifique et magnifiée. Et bien évidemment, projet de transhumanisme qui est celui de la fusion de la technologie et de la vie, dit Laurent Alexandre, et qui se déploie en trois grandes étapes. D'abord, la technologie pénètre la vie grâce aux prothèses médicales et à la bio-ingénierie. Puis la technologie, dit-il, crée la vie artificielle. Et on verra, c'est notamment les annonces, dit-il, fracassantes de Craig Venter, que vous avez peut-être entendu, qui travaille aussi sur toute la question de la génomique. Et puis, enfin, la technologie dépasse. Il y a trois grands moments, trois stades qui sont annoncés, alors avec des dates d'ailleurs, ça fait plaisir à tout le monde, puisque c'est des dates, vous et moi allons pouvoir vérifier la prophétie, si je veux dire, parce que c'est 2030, ça va assez vite. Et a priori, on n'y est pas, mais gardons le suspense. Enfin, la technologie dépasse, voire remplace la vie. Et, dit-il, la montée en puissance de Google, embryon, vraiment un tout petit embryon d'intelligence artificielle, trouve que cette étape n'est pas si loin. Donc ça, c'est la définition très classique. Je prends le texte de Jean-Michel Beignet. Là aussi, je renvoie à ce texte qui est dans l'étude. Vous
connaissez bien, un texte de 2011, les nouvelles technologies vont-elles réinventer l'homme? Et Beignet a beaucoup écrit là-dessus, et notamment formulé une critique tout à fait pertinente sur ces questions. Donc je le cite, l'association transhumaniste mondiale a donc vu le jour dans les années 90, en l'occurrence en 98, aux États-Unis, et elle s'est donné un manifeste. Et ce manifeste revendique notamment, ouvrez les guillemets, le droit moral de ceux qui le désirent, de se servir de la technologie pour accroître, pas seulement réparer, mais accroître leur capacité physique, mentale ou reproductive, et d'être davantage maîtres de leur propre vie. Nous souhaitons, soulignent ces rédacteurs, nous épanouir en transcendant nos limites biologiques actuelles. Donc il y a toujours aussi ce souci, il y a un utilitarisme au sens où c'est toujours pour le bonheur, sous-entendu que le bonheur des hommes se trouve nécessairement dans un dépassement des limites biologiques actuelles. Et puis il poursuit, en 91, il y a également eu un mouvement fondé par Max More, les extropiens, une extropie, qui envisageait tout simplement d'inverser l'entropie, l'extropie étant le contraire de l'entropie, et d'offrir aux hommes, à ce moment-là, les conditions d'une amélioration sans limite. Ça, c'est le rêve de 1991. Et puis, à la fin des années 2000, parce que c'est ça, en fait, pourquoi tout d'un coup, on est passé de quelque chose qui était dans les années 90, somme toute, assez minoritaire, à quelque chose de beaucoup plus prégnant, parce que les lobbies financiers sont arrivés dans l'histoire, et à la fin des années 2000, on apprend la création de l'Institut de la Singularité, l'Université de la Singularité, qui est confiée à Kurzweil, et financée, bien sûr, c'est ça l'important, par Google, par la NASA, et qui vise tout simplement à préparer l'avènement d'une intelligence non biologique qui rendra tout simplement l'humanité obsolète, pour reprendre le terme de Gunther Anders. Alors ça, c'est aux États-Unis, mais en France, on a aussi une association française, transhumaniste, Technoprog, donc Technoprog, et également les Anglais qui ont une autre association qui s'appelle Humanity Plus, et avec cette idée, encore une fois, toujours de réinscrire l'homme, ce qui est vrai, dans une anthropotechnique, ce qui est tout à fait juste. Anthropotechnique, c'était d'ailleurs le terme de Gilbert Hautois, qui est un auteur tout à fait passionnant sur cette question-là, grand technophile, et qui en même temps est capable, malgré, indépendamment de sa technophilie, de poser une critique de la technoscience, tout à fait intéressant. Et là aussi, vous avez cette idée, alors par exemple, vous trouvez ça chez Henri de Lumley, 1998, aux éditions Odile Jacob, L'homme premier. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle de paléo-anthropologie et de paléo-technique, au sens où Homo habilis, personne et d'autres diront Homo faber, considère que, voilà, qu'est-ce qui a fait la différence entre Sapiens et les autres bipèdes? C'est précisément d'inventer, dit-il, l'art humanogène de la manufacture, c'est-à-dire de faire de la fabrication de l'outil le ressort de l'arrachement au déterminisme naturel. Vraiment, pas utiliser l'outil simplement par là. Ne vous inquiétez pas, passez des chaises et voilà, on est voilà. Bon. Donc ça, c'est donc voilà. Donc ça, c'est
le lobby, entre guillemets, ce que Laurent Alexandre appelle le lobby bio-progressiste. Et donc ce lobby est particulièrement puissant, bien évidemment aux États-Unis, mais aussi en Chine, en Corée du Sud. Et ce lobby considère tout simplement que la vie n'est qu'une nanomachine, particulièrement sophistiquée, mais il y a cette idée aussi d'une banalisation de la vie. Hein? L'hypertechnicisation de la vie, c'est d'abord une banalisation de la vie. C'est un objet, au final, comme un autre. C'est une machine comme une autre. Donc c'est d'abord un déplacement tout à fait considérable de la vie. Couplé, alors, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, le transhumanisme, c'est ce mouvement de convergence des sciences. Deuxième temps, d'une grande puissance financière. Donc ça, c'est tout à fait, on n'a pas de transhumanisme découplé d'une puissance financière. Et puis, bien évidemment, il y a l'idéologie à la fois libertaire, qui est forte, vous vous rappelez le manifeste, hein, le droit moral, c'est le désir, hein, ça renvoie au désir. Hein, chacun peut avoir le désir d'accroître, et donc il faut créer un continuum entre cette idée du désir de quelqu'un et le droit. Donc le droit au désir, bon. Et puis l'utilitarisme classique, à savoir l'accès au plus grand nombre, parce qu'il y a aussi ça dans le transhumanisme, malgré tout, même si c'est pas, c'est plutôt une déclaration plutôt qu'une vérification, mais cette idée qu'il y a un accès universel au progrès. La World Transhumanist Association, par exemple, qui milite, je cite, pour une démocratie radicale, reposant non pas sur la seule liberté, mais sur l'égalité et la solidarité. Comme si la politique, d'une certaine manière, avait failli à fait, mais en même temps, le chemin est à parcourir encore, avait failli à rendre concret les droits que sont la liberté, l'égalité et la solidarité. La technique n'échouera pas là où la politique a failli. Donc, grande revendication d'égalité qui est également un vecteur puissant de progression des transgressions biotechnologiques. Parce que c'est vrai que il faut créer là aussi une sorte d'acceptabilité de la transgression forte que propose le transhumanisme, et cette acceptabilité, elle repose aussi sur cette idée, non pas de créer un surhomme, parce que l'histoire est encore trop présente pour, je dirais, accepter cette idée que le surhomme est un profil. Allez-y, allez-y. Hein. On est il y a des places là-haut et au milieu. Voilà, d'habitude, la salle fait que nous ne voyons pas tout ça. Alors, donc, l'enjeu, c'est comment on pousse la question de l'autonomie jusqu'à faire de l'homme un être réellement autonome. Mais bien évidemment, c'était pas illusoire, puisque, en gros, il remet son autonomie dans les bras de la technique. Donc, c'est une illusion quand même forte. Mais ça, c'est pas grave. Pour eux, c'est pas une illusion. De faire en sorte qu'un citoyen est un individu, un être autonome qui n'appartient à personne d'autre qu'à lui-même et qui décide seul des modifications qu'il souhaite apporter à son cerveau, à son corps, à son ADN. Donc ça aussi, c'est là c'est au-delà de l'individualisme méthodologique, c'est-à-dire que l'homme est absolument séparé. Il est un particule élémentaire sans aucune conséquence sur autrui, ce qui est bien évidemment faux. Puisque dès que je décide, quand je modifie quelque chose, par exemple, de mon génome, on sait aujourd'hui qu'en CRISPR-Cas9, on utilise CRISPR-Cas9, ça modifie la lignée germinale. Donc de fait, quand je modifie là, je modifie ensuite sur ce qui viendra après moi. Et donc, bien évidemment,
Alors quelle est l'autonomie de celui qui vient après moi, puisque je vais le vérifier à son insu. Bon, donc ça ne tient pas tellement la route. Bon, mais en tout cas, c'est ça qui est proposé, c'est la technique, c'est l'annulation des déterminismes biologiques. Bien évidemment, est-ce que c'est un nouveau déterminisme? Pour eux, non. On pourrait considérer que tout de même, parce qu'il y a quand même une programmation derrière cette technique, etc. Donc, il y a un ultra-déterminisme ou un méta-déterminisme de la technique. La technologie est un moyen, dit-il, d'échapper à la tyrannie du destin, de la nature et de la condition sociale. Les hommes doivent devenir les décisionnaires actifs des attributs de notre humanité. Sous-entendu, la sélection, entre guillemets, de l'évolution est une chose trop importante pour la laisser à la seule nature. Il faut également prendre la main là-dessus. Alors, on continue. Donc, depuis, dit-il, il y a une forme d'ingénierie de la vie, de bio-business. Ce n'est pas la bioéthique, hein, c'est le bio-business, qui est business de la vie. Et aujourd'hui, voilà, dit-il, devenir le Bill Gates de la vie artificielle et le fantasme de toute une génération de spécialistes de la biologie synthétique. Et ça y est, on est déjà parti dans ces métiers qui sont liés à l'ingénierie de la régénération tissulaire ou de la reprogrammation génétique, l'enjeu de l'augmentation de nos capacités. Et avec un entrisme très très fort de la part du courant transhumaniste, parce que bien évidemment ils investissent les institutions les plus fortes, la NASA, ARPANET, Google, etc., pour essayer voilà, d'inventer des rapports nouveaux entre cet homme biologique et les formes non biologiques de l'intelligence. Et alors par exemple, c'est très très drôle quand par exemple ils font soudainement, parce que très souvent on leur oppose la question éthique des discriminations renforcées avec ceux qui auront accès aux augmentations, ceux qui n'auront pas accès aux augmentations, donc le fait que tout d'un coup, bien évidemment, cela viendra renforcer les inégalités et non pas les améliorer. Réponse, on trouve ça dans un éditorialiste de la revue Le Lancet, hein, quand même pas n'importe quelle revue, s'inquiétait récemment, non des dérives technologiques de renforcement du cerveau humain, c'est pas ça qui l'inquiète. Ce qui l'inquiète, c'est les conditions nécessaires pour accorder aux étudiants pauvres des bourses leur permettant d'avoir accès à ces traitements. C'est-à-dire qu'on retourne la chose, hein, c'est-à-dire qu'on démontre que, encore une fois, on revient à cette idée que, à partir du moment où on a idéologiquement le sentiment que le soin, la santé, c'est précisément de pousser à son maximum un organisme et de même de considérer, de transgresser les limites biologiques, que c'est là où la liberté de l'homme se situe, dans le fait qu'il n'est plus inféodé à la finitude, qu'il n'est plus inféodé à la maladie, qu'il n'est plus inféodé à la naissance biologique, qui pourra éventuellement auto-naître, j'en sais rien. Bref, voilà. Donc, médecine forte comme ça d'amélioration et qui rend absolument compliquée la différenciation entre la réparation et l'augmentation. Et, dit-il, l'humanité, en fait, il faut avoir une vision de l'homme qui est une perpétuelle version bêta. J'adore cette expression parce que vraiment, c'est là où pas avoir fait beaucoup d'analyses pour trouver que c'est pas fameux comme expression, version bêta, mais en fait, une version bêta, ça existe, une version qui est pas terminée, mais qui est déjà bien, c'est mieux qu'une version alpha. Bon. Mais enfin, bon, quand on dit à quelqu'un qu'il est bêta, c'est pas non plus grandiose, mais ça, c'est pas dans le texte. Alors, donc voilà. Et puis, on a non seulement
tout cet entrisme dans les institutions, mais également toute une arrivée, dit-il, de philanthropreneurs, avec cette grande culture de la philanthropie, notamment américaine ou libérale, parce que vous avez aussi ça maintenant en Chine ou sur d'autres territoires qui ne sont pas états-uniens mais qui ont cette même culture anglo-saxonne libérale, qui voilà, font que les capitaines d'industrie se sont dit tiens, allons investir un peu la vision messianique. C'est au final pas si inintéressant que cela. Et vous vous souvenez tous, je crois que c'est Bill Gates d'ailleurs, et Warren Buffett, qui avait invité les milliardaires du monde entier à léguer 50% de leur fortune à des œuvres philanthropiques. Et de fait, vous avez quantité aussi de milliardaires américains notamment qui sont sensibles à ce fantasme de la vie éternelle, d'une intelligence artificielle plus forte que l'homme, ou tout simplement de progrès techniques qui, bien évidemment, viendraient pas simplement accroître, mais considérablement réparer. Parce qu'il y a aussi quand même... Mais voilà, dans le transhumanisme, il n'y a pas simplement la réparation, hein. Il y a le fait d'aller vers une nouvelle définition de l'homme. Hein. Parce que... Donc, là aussi, je reprends le texte de Catherine Deschamps-Leroux, le transhumanisme se développe comme un mouvement de pensée depuis 40 ans qui se réfère à la définition du biologiste Julian Huxley, qui était le frère d'Aldous Huxley, qui a notamment écrit la célèbre dystopie Brave New World. Et donc son frère, théoricien de l'eugénisme, du transhumain, qui définit l'homme, voilà, comme un homme qui reste un homme, mais se transcende lui-même en déployant de nouveaux possibles de et pour sa nature humaine. Et dans ce texte, Harrington est également, c'est le texte de 69, est cité, alors là, en considérant que la mort infligée à l'espèce humaine n'est plus tolérable. Donc là aussi, cette idée que très souvent ça revient, hein, la souffrance de l'homme est quelque chose d'intolérable et nous avons à absolument tout faire pour faire disparaître cette souffrance. Mais encore une fois, c'est des choses assez différentes de dire cela, qui peut totalement être entendu, et de créer une nouvelle espèce d'homme qui, de fait, n'aurait pas accès à un certain type de souffrance, mais est-ce qu'on définit de façon a priori ce qu'est une souffrance? Je ne suis pas sûre. Bon. Donc là, dire quelques mots des grands idéologues du mouvement transhumaniste, je vous renvoie à Aubrey de Grey, grec, alors qui est un anglais, qui lui est au départ un gérontologiste biomédical. C'est très intéressant parce qu'on voit aussi une sorte de nouveau profil avec cette idée que de plus en plus que la médecine demain elle sera combinée aussi aux sciences de l'ingénierie, aux sciences de l'ingénieur et à la biologie, et que de toute façon, sans être transhumanisme, il y a un phénomène de synergie des sciences. Donc, Aubrey de Grey, qui vraiment considère que le transhumanisme est simplement la perspective que la technologie augmentée peut permettre une amélioration sensible du bonheur humain. Donc, vraiment une approche ultra quantitative de ce qu'est le bonheur, et non pas qualitative. Vraiment cette idée d'avoir comme ça des indices, hein, des indicateurs du bonheur. Raymond Kurzweil, qui est souvent le plus connu, qui a été le personnage qui a développé cette idée d'un dépassement des limites biologiques de l'homme, avec l'idée que bientôt il y aura la création d'une intelligence supérieure artificielle supérieure à celle de l'homme. Il a le projet notamment, pour vous présenter un petit peu le personnage, de reproduire l'ADN de son père.
et de créer un Claude qui lui permettrait de retrouver la mémoire de son père. Très poétique, hein, enfin, moi je ne peux que... enfin, ça fera du bon sur les divans. Il conseille l'armée, notamment sur les dangers présentés par les nanotechnologies. Il a fondé donc cette fameuse Singularity University, qui offre contre, je ne sais plus, je crois, 25 000 €, non pas par an, mais pour les 2 mois, hein, des summer sessions, où vous allez rencontrer à la fois les plus grands techniciens de cette question du transhumanisme. Pourquoi l'utilisation du terme singularité? Je dirais, moi, que c'est classiquement une opération d'usurpation du langage, hein, avec cette idée de nommer par ce qui précisément est l'inversion totale de ce qu'on est en train de raconter ici, la singularité, le sujet. Ce qui est une manière vraiment de faire disparaître le mal, en le nommant par une chose magnifique. Bon, mais là, pour le coup, il reprend la métaphore de la singularité qui est empruntée aux mathématiques et à la physique et qui désigne, dit-il, dans le contexte de post-humanisme, je cite, le moment hypothétique à partir duquel les machines deviendront seules responsables du progrès technologique ayant dépassé en intelligence les êtres humains. Alors, pourquoi il a tellement d'écho? D'abord parce que, sans doute, dans le cœur des hommes, il y a encore ce fantasme immense d'une vie éternelle, et que donc ça renvoie à une angoisse profonde ontologique, et une inquiétude ontologique qui, l'air de rien, se calme aussi avec ces annonces, mais pas seulement, aussi parce qu'il y a des puissances financières fortes derrière, donc il y a des enjeux marchands tout à fait considérables, aussi de brevetabilité du vivant ou de choses comme ça, mais aussi parce que régulièrement il a fait quelques prédictions qui se sont révélées exactes, par exemple comme l'annonce d'envoyer des nanorobots dans les capillaires du cerveau et ainsi de nous connecter au cloud. Et ça, c'est annoncé d'ici 2030. Et a priori, il semblerait que ce soit peut-être pas si mal parti que ça. Donc, voyons. Ensuite, Nick Bostrom, qui est philosophe à l'université d'Oxford, qui a fondé l'Institut du futur de l'humanité, et qui, lui, c'est très intéressant parce qu'on voit en même temps quels sont les arguments très simplistes utilisés par les transhumanistes. Lui, il symbolise le vieillissement comme, je cite, un dragon tyran qui demande au genre humain de sacrifier quotidiennement un grand nombre d'individus. Alors, je pense. Donc un dragon tyran qui demande au genre humain de sacrifier quotidiennement un grand nombre d'individus jusqu'à ce que la population se mobilise techniquement et socialement pour arrêter le massacre de la tragédie. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui pointe du doigt, c'est l'idéologie mortaliste, je cite, Catherine Deschamps-Leroux, pointe du doigt l'idéologie mortaliste qui nous pousserait à considérer tout simplement le vieillissement comme inéluctable. Et à ne pas combattre cette situation, sachant que nous la combattons. Et donc, véritable enjeu, voilà, donc faire un impératif moral de chercher un remède à la finitude, au vieillissement. Donc, voilà un petit peu du côté
des citations et des définitions. Et puis, dernier point pour vous donner encore un peu comment Kurzweil définit l'homme. L'homme est essentiellement, dit-il, un échantillon de matière et d'énergie qui persiste dans le temps. Hein, ça, vous avez ça dans le texte que j'ai nommé de Brice de Malherbe tout à l'heure. Et puis, par exemple, autre spécialiste de ces questions, Treder, dit-il, voilà, qu'est-ce qui est vraiment moi? Qu'est-ce qui constitue ma conscience et ma personnalité? En fait, mon cerveau, dit-il, a simplement besoin d'une interface avec la réalité. Cette interface peut être le corps physique que j'habite, mais ça pourrait être aussi autre chose. Cette interface pourrait être un télérobot explorant la surface de Mars, ou pourrait être le substrat informatique fournissant une expérience dans un environnement simulé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec Aubrey de Grey, avec Kurzweil, etc., là aussi, la conscience, c'est essentiellement de l'interaction neuronale. Et c'est une interaction neuronale comparable aux interconnexions informatiques. Et le corps n'est qu'un matériau biologique interchangeable avec une machine. Donc, ce qui a fait dire, et très justement, à Jean-Michel Besnier que l'homme augmenté, c'est le titre d'un de ses livres, était d'abord un homme simplifié. C'est-à-dire que c'était d'abord une simplification à outrance et à l'heure de ce qu'est la biologie humaine, qui est la question de la vie, la question de l'évolution notamment, une méconnaissance de ce qu'est l'évolution. On verra le texte tout à l'heure de Éric Lebourg là-dessus, qui montre que ça carbure aussi beaucoup sur énormément de connaissances sur la science informatique, mais énormément peu de connaissances sur la question évolutionniste. Donc c'est un mélange de beaucoup de connaissances et de beaucoup d'ignorance, le transhumanisme. Et c'est d'ailleurs la vérité d'un fantasme et d'une paranoïa. Souvent il y a une immense intelligence et en même temps un puits d'ignorance forte. Donc, programme NBIC, je vous renvoie un petit texte de Philippe Borel, qui avait fait un film sur Un monde sans fou. Je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire, et c'est dans la revue Chimère, et il a fait un livre, il a fait un film, après avoir fait un film sur Un monde sans fou, il a fait un film sur Un monde sans humain, et qui interroge cette utopie techniciste transhumaniste, parce que pour lui, le dernier avatar du processus de normalisation que nous subissons, c'est précisément cette idée que tient dorénavant l'augmentation comme soin pour tous, c'est en fait de l'ultra-normalisation. Et donc, pareil dans ce texte, on revient sur le programme des NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives, mais également sur ce qu'on appelle le brain, c'est-à-dire l'alliance et la synergie, là aussi. Donc toujours, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on est à la fin quand même c'est-à-dire que la méthodologie essentielle aujourd'hui est une méthodologie à chaque fois de convergence des sciences. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce front commun des sciences qui fait qu'on bascule et qui fait qu'il y a des seuils paradigmatiques et non pas une science comme ça dessaisie des autres. Et ça, en revanche, c'est vrai qu'on n'a jamais été à ce point-là dans cette immense synergie des sciences et qui fait qu'il y a des bons, c'est évident. Et là, autre grande synergie, c'est GRAIN, c'est-à-dire genetics, donc tout ce qui concerne la génétique, robotique, tout ce qui concerne
l'intelligence artificielle, quand on dit intelligence artificielle, c'est empathie artificielle, etc. Et puis bien sûr nanotechnologie. Et donc c'est ces technologies qui bénéficient, dit-il, d'une extrême miniaturisation de l'électronique et en même temps de la puissance des calculs, le big data, la puissance des calculs des ordinateurs. Et avec cette idée, mais ça a déjà été démontré que c'était faux, mais que notamment Kurzweil s'appuie sur, selon lui, la loi de Moore, qui énonce que la vitesse de calcul des ordinateurs croît de manière exponentielle tous les 18 mois, et il a été prouvé que c'était faux, que la loi de Moore n'est pas aussi, qu'il y a au contraire, à un moment donné, quelque chose de beaucoup plus calme à ce niveau-là. Donc voilà, vous avez Google qui investit, c'est Calico, qui investit avec cette idée du décryptage du génome à portée de tous. Vous savez, vous pouvez tous vous faire séquencer le génome, avec cette idée de jusqu'où, comment on anonymise les données personnelles lorsqu'elles sont génétiques. Ça, si vous connaissez la réponse, dites-la moi. Comment on évite de faire converger toute une série de... Enfin, comment on protège vraiment ces données personnelles, c'est loin d'être simple. Et en même temps, à quoi l'on consent? Est-ce qu'on est si certain que ça que les personnes qui donnent leur génome comprennent ce à quoi elles consentent réellement? Est-ce qu'elles vont pouvoir récupérer toute une série d'informations concernant leur génome ou pas? Enfin bref, il y a toute une charte. Au-delà d'une charte, il y a toute une réglementation éthique à mettre en place parce qu'on y est et que les personnes le font de façon tout à fait volontaire aux États-Unis et ailleurs. On appelle ça même le publicness, c'est-à-dire les pratiques de révélation de soi. On considère que les pratiques de révélation de soi permettent aussi, demain, en partageant les données personnelles, de faire évoluer la science, de faire évoluer la recherche, notamment bien évidemment tous les enjeux thérapeutiques, et ce qui est vrai. Donc vous avez quantité d'individus qui ont envie de donner leur génome à séquencer pour participer aussi d'une recherche autour du bien commun et pas simplement pour avoir leur génome. Mais par exemple, c'est Philippe Borel qui raconte, vous voyez, cette espèce de problème inversé. Kurzweil dit, voilà, il faut... comment faire parce qu'il y a une épidémie de diabète de type 2 qui est en train de se généraliser. Qu'est-ce que provoque cette épidémie de diabète de type 2? Elle provoque une multiplication des amputations des membres inférieurs, en tout cas lorsqu'il y a risque de gangrène. Aux États-Unis, aujourd'hui, on compte plus de 1,9 million personnes amputées. Et donc, dit-il, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces gens qui sont amputés? Mais bien évidemment qu'il faut défendre les prothèses. Et d'ailleurs, on sait à quel point il y a un gigantesque marché pour des prothèses bioniques qui ont d'abord généralement été développées dans le circuit militaire pour réparer les soldats. Et c'est vrai que qui peut, dans un premier temps, s'opposer à cela? Et puis, Philippe Borel, le réalisateur du documentaire, nous dit quelque chose qui est très simple, c'est que pourquoi il y a une épidémie de diabète? Revenons juste au causal, un instant. Une épidémie de diabète parce qu'elle est liée à la généralisation d'un régime alimentaire, industriel, saturé en sel, en sucre, en gras, et qui, de fait, plus pour ajouter à ça la sédentarité, dans un monde qui est entièrement dédié à l'automobile, et donc vous avez là aussi un phénomène de généralisation du diabète. Donc, avant de songer à réparer, on peut essayer de créer
encore une fois, le trauma. Ça aussi, on voit très souvent une grande instrumentation de la résilience, de la notion de résilience chez comment dire, chez les transhumanistes. Et là, on l'avait souvent dit ici, mais la résilience, ce n'est pas provoquer délibérément un trauma et puis après chercher à le résoudre. C'est au moins ne pas participer à la création du trauma. Ensuite, bien sûr, il s'agira de faire face à ça et de sublimer et d'en faire quelque chose. Mais dans un premier temps, on n'est pas comment dire, le bourreau. Bon. Alors, néanmoins, il y a des questions qui sont tout à fait justes et que vous trouvez chez Gilbert Montois, dans un livre notamment qui s'appelle Species Technica. J'aurais pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais on y reviendra parce que de toute façon, c'est tout à fait important de réfléchir sur ces notions. Parce que Gilbert Montois va assez loin, hein, vraiment, on l'avait souvent dit ici, dans cette idée que les révolutions du symbolique ne sont pas closes et que la question d'une anthropotechnique est quelque chose de tout à fait valable et que d'une certaine manière, de toute façon, l'idée, s'il est un jour possible, par exemple, de créer un clone, de toute façon, le fait même qu'il y ait un clone au sens où mon miroir, c'est absolument improbable, c'est d'abord quasiment faux biologiquement, mais en plus c'est faux au niveau de l'identité narrative, au sens où ce clone, quel qu'il soit, aura son chemin de vie et l'épigénétique qui sera la sienne. Et donc, pour le coup, après, bien évidemment, s'il est cloné à partir de mon père, de ma mère, de ceci, de cela, de moi-même, quid dans le symbolique, où est-ce que je le place? Quel est mon nouveau lien? Hein, bon, voilà. Mais d'emblée dire non, c'est interdit, bon, il dit a priori, je ne pose pas que ce soit interdit. En revanche, c'est vrai que ça pose la question inverse, qui est extrêmement compliquée, c'est-à-dire que est-ce qu'à partir d'un moment où quelque chose est techniquement possible, est-ce qu'il faut faire cette chose? Et bien sûr que non. Et en même temps, bien sûr que non, mais à partir du moment où quelque chose est techniquement possible et qu'il n'a jamais été fait, ça sera fait. Mais en tout cas, si on se réfère à la définition classique de l'homme, c'est extraordinairement compliqué, alors que pourtant on comprend que non, on pourrait ne pas le faire. Mais en même temps, avec tous les enjeux, d'abord, tout le pulsionnel, etc. Mais oublions le pulsionnel, remonte simplement à l'action de la recherche fondamentale. Comment on empêche ça? Non, je pense qu'on ne peut pas empêcher ça. On peut l'encadrer. On peut considérer que, par exemple, nous décidons ensemble d'aller dans cette recherche fondamentale en faisant extraordinairement attention aux applications, en rendant extraordinairement transparent le process de recherche. En fait, ça n'existe pas, puisque précisément la recherche, c'est la conquête, c'est la marchandisation aussi. Il y a des enjeux de profitabilité. Enfin, bref, on sait très bien qu'il y aura zéro transparence. Mais là, en revanche, on pourrait se battre pour que, précisément, la science soit réellement un bien commun. On ne renonce pas à expérimenter ce que la technique rend possible, mais qu'en revanche, on pense les conditions éthiques les plus féroces pour faire cela. Bon, mais je prends le texte de Artaud, et plus spécifiquement, parce que là, on a vraiment résolument une autre proposition. Et alors, cette autre proposition, c'est un texte qui s'appelle, donc c'est le texte de Manola Antonioli et d'Elias Jabre dans Chimère. Le texte s'appelle Devenir hybride, corps prison et corps plateau. Et on ne va pas parler du texte en entier, mais simplement de la référence qu'il donne d'Antonin Artaud,
texte qui déclare en 1947 la guerre aux organes dans une allocution radiophonique qui s'appelle « Pour en finir avec le jugement de Dieu ». Peut-être que vous l'avez entendu, avec la voix d'Artaud, qui de fait est visiblement, c'est un truc à part, à part du corps. Elle vit de façon autonome. Qu'est-ce que le corps sans organes? Et donc Antonioli et Jabre disent, voilà, Artaud invente un nouveau corps politique, un moyen de lutter contre la belle unité de l'organisme. L'organisme n'est pas le corps, mais ce qui impose au corps des fonctions, des liaisons, des organisations dominantes et hiérarchisées. La santé comme un impérialisme, en gros. Le bon fonctionnement de l'organisme comme un impérialisme. Lui, voilà, ce qu'il cherche, c'est que le corps n'est jamais un organisme. Les organismes sont les ennemis du corps, le corps est le corps. Et le corps sans organes doit faire l'objet d'une expérimentation. Et elle rajoute, voilà, le corps sans organes peut souffrir, s'emballer, dériver, se révolter, proliférer, se détraquer. Oui, c'est le corps. Peut-être pas le bon fonctionnement de l'organisme, mais c'est le corps. Et ce n'est pas du tout une notion, ça c'est pour ça qu'elle appelle ça le corps plateau, hein, fait référence bien sûr à un plateau de Guattari et Deleuze, qui explique que voilà, le corps de l'hypocondriaque, qui perçoit la destruction progressive de ses organes, le corps paranoïaque, attaqué par des influences hostiles, le corps schizo, plongé dans la catatonie, le corps drogué, le corps masochiste, etc., etc., désapproprié, défonctionnalisé, dédominant, séparé, enfin bref, toute une tentative de se défaire de ces organes naturels pour accueillir une forme étrangère. Et c'est ça, c'est-à-dire, après tout, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir cette expérience du corps comme on aurait une expérience d'hallucination psychique, hein, qui après tout n'est pas interdite. Et prenez le texte également, vous verrez, de Bernard Andrieux, toujours dans la revue Chimère, l'hybridation est-elle normale, et qui lui, vraiment, essaye de proposer quelque chose qui serait libéré du réductionnisme et du déterminisme biologique. Parce que tout de même, quand même, cette histoire des limites biologiques posées à l'ennui. En même temps, non au déterminisme, à ce qu'on appelait tout à l'heure l'ultra-déterminisme techniciste, qui est une autre forme de déterminisme. En gros, une espèce de voie intermédiaire entre les deux. Quelle est cette voie? L'hybridation. Le corps hybridé. Incorporation hybride entre homme et machine, entre organes et artefacts, entre objectivation et subjectivation. Voilà ce que c'est, le devenir humain, c'est-à-dire ne pas maintenir l'homme et le corps de l'homme dans sa naturalité biologique. Non, on ne réduit pas le sujet humain à cet ensemble de déterminismes, mais on ne va pas non plus dans l'artificialisation ultime, absolue, non, l'entre-deux. Et je cite, qu'ont de commun, en effet, Bernard Andrieux qui parle, la greffe du visage d'Isabelle Dinois, le corps testostéroné de Béatrice Breziado, le double greffé des mains de Denis Châtelier,
le double bras bionique de Sullivan, les prothèses de Pistorius, le transgenre de Califia, l'intrus de Jean-Luc Nancy, si vous avez vu ce texte magnifique où Jean-Luc Nancy dit « Je suis la maladie et la médecine », l'intrus qui raconte toute son expérience de greffe de l'organe qui normalement dit la vérité du propre, c'est-à-dire le cœur, et 8 années plus tard, expérience de la leucémie, parce que bien évidemment, réaction par rapport au greffon. Mais à un moment donné, Jean-Luc Nancy dit en fait, il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de dedans du corps. Le corps est un dehors. Alors que je dirais que notre expérience chaque jour n'est pas celle-ci. Ben, c'est précisément par l'expérience de la greffe qu'il en vient à une phénoménologie du corps tout à fait différente. Le corps est un dehors. Il dit, quand il dit « je suis la maladie et la médecine », c'est parce que bien évidemment ce qui l'a sauvé va aussi le rendre malade, en plus, donc c'est une expérience très compliquée, mais aussi parce que lui-même tient par le cœur d'un autre, qu'à un moment donné il se retrouve dans, il sent qu'il ne tient que par le réseau des hommes, que par le réseau des sciences, que par un certain état des techniques, dit-il, et que son corps est indissociable de cet état des techniques, qu'il en fait, il est réseau. Alors que bien évidemment, là aussi, le corps, le sentiment d'irréductible, là c'est pas du tout, il est rhésomique, il est réseau. Il ne tient que parce qu'il est réseau. Il ne tient, dit-il, que parce que nous avons en partage la vie. Et donc, nous faisons l'expérience que parce que nous avons en partage la vie, en fait, la vie est connue. Et donc, je peux vivre grâce à ta vie. Simple. Donc, c'est une expérience tout autre de l'identité. Et en même temps, bien évidemment, avec ce fait que, malgré tout, malgré ce sentiment que son corps est un dehors, là pourtant, il fait un. Et que l'homme, c'est aussi, à un moment donné, créer l'unité là où c'est épars. Et que ça, de fait, à un moment donné, voilà. Donc, qu'ont en commun tout cela, cette greffe, cet intrus de Nancy, le premier transgenre enceint, c'est vrai que nous avons des premiers transgenres enceints, Thomas Beatty, les semences stériles de Monsanto, etc. Enfin bref, tout cela se réfère, dit-il, au concept d'hybridité comme un devenir vivant. Et donc, il se réfère même à Canguilhem en disant, voilà, il y a une nouvelle norme de vie à mettre en place. En tout cas, l'hybridation, l'hybridité, c'est que dorénavant, voilà, ce qui fait un être, c'est son incertitude, et non pas cette idée d'une fixité, mais que toute hybridation confronte le corps à une coprésence qui doit être reconnue comme unité par le sujet. Et alors, par exemple, il donne cette citation d'Isabelle Dinoir, donc la greffée, qui dit « Avec du 2, je ne fais pas 1, je fais 3 ». Parce qu'elle compare son visage greffé avec les autres parties de son premier corps, tout en gardant en mémoire, sans parvenir à en faire le deuil, son ancien visage. Et donc, voilà. L'écart, là aussi, rappelle-t-il, entre le vécu subjectif de l'hybridation et la recalibration neurofonctionnelle du cerveau, pour un autre, le cœur de Jean-Luc Nancy, qui lui restera toujours un intrus, alors que grâce à cet intrus, il vit. Donc il y a du propre. Le poumon d'acier n'aura pas été suffisamment hybridant,
dit-il, pour éviter à Gilles Deleuze son étouffement. Bon. Voilà, révélant la limite d'acceptabilité d'une bio-subjectivité parfois trop invivable. Effectivement, pour vivre moi, à un moment donné, j'ai besoin de tout ce qui n'est pas moi. Bon, alors bien sûr, on pourrait dire que le transhumanisme est un grand principe d'individuation, mais encore une fois, c'est pas aussi simple que ça. Et dans un texte de Gaudin, Christian Gaudin, texte de 2013, un article scientifique, donc le post-humain, la barbarie qui vient, dans la revue Cité, pour Presse universitaire de France, Christian Gaudin qui, alors bien évidemment, d'abord fait toute une critique très très dure du transhumanisme et de cette forme de totalitarisme, je reprends son terme, techniciste, vision totalitaire de l'homme, qui passe par le fait que, tiens, il s'agit quand même d'éradiquer une certaine forme d'homme qu'on trouve insuffisant, déficitaire, etc. Mais c'est pas, je ne veux pas, comment dire, parler de ça. Je veux en revanche, parce que là aussi, vous pouvez aller faire un tour sur le net et regarder tout cela, tous ceux qui font une expérience autre du corps, là aussi, qui dissocient le corps et l'organisme. Le corps, encore une fois, comme dit Orlan, comme ready-made. Le corps devient un ready-made modifié, car il n'est plus le ready-made idéal qu'il suffit de signer. S'accepter comme nous sommes à une époque de manipulation génétique est une idée primitive. Donc, espèce le corps est anachronique, quoi. Il est dépassé. Un autre artiste, Stellac, vous connaissez peut-être, qui s'est fait greffer une oreille, il ne s'est pas fait greffer une oreille, mais il s'est fait greffer une espèce de prothèse qui ressemble à une oreille dans son bras. C'est particulier, hein. De fait, c'est une autre idée du corps. Voilà. Voilà. Comme ça. Mais non, mais bon, qui rêve notamment d'avoir son squelette hors de lui. D'ailleurs, la vérité, c'est des exosquelettes, mais bon, lui trouverait que c'est vraiment. Regardez, l'inné, voilà l'ennemi, la haine de la nature. Le corps construit doit remplacer le corps donné. Et c'est pourquoi les handicapés sont vus comme des précurseurs. Il y avait un grand texte aussi de Sloterdijk sur les invalides. Le fait qu'ils annoncent non pas l'homme diminué, mais l'homme augmenté. Alors bien évidemment, là, tout ce que la psychanalyse appelle l'illusion de toute puissance, ça tombe. L'enjeu, c'est, dit Christian Gaudin, c'est devenir sa propre origine. C'est pas simplement, encore une fois, dépasser la finitude, le transhumanisme. C'est aussi mettre fin à la naissance au sens où on devient sa propre origine. Cette idée, au loin encore, on parle du fantasme là. Donc voilà, regardez un peu les. Mais encore une fois, qu'est-ce qui n'est pas acceptable dans cette proposition? En tout cas au niveau individuel. Alors au niveau individuel, que ces artistes, mais le problème, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que jusqu'où cette histoire est individuelle, c'est la seule chose, c'est-à-dire que quand Stellac se fait greffer, enfin se fait rentrer sous la peau une espèce de fausse oreille, ça ne change pas grand-chose à notre histoire. Voilà, c'est vraiment une performance artistique, bon bref. Bon. Mais quand demain, tiens, l'art passe par la modification de mon génome, et éventuellement avec le fait qu'il y ait
transmission au niveau de la lignée germinale, là tout d'un coup c'est plus la même histoire. C'est-à-dire que tout d'un coup, cette expérimentation, cette performance artistique, elle dialogue directement avec un destin plus collectif. Donc là, en revanche, c'est plus compliqué. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que, en fait, c'est une bataille lourde, c'est-à-dire que jusqu'à présent, bon, on a vu qui avait pour objet de s'occuper de l'égalité, de la solidarité, etc., le politique, bon, très bien, il faillit, mais enfin bon, a priori, il va continuer de s'en occuper, mais qui avait pour objet de s'occuper de la sublimation? La culture, le symbolique, la langue, l'imagination, les humanités. Parce que c'est quand même ça, en fait. On est en train de chipper le ballon à qui, en fait, dans cette histoire? Parce que on n'a pas attendu les transhumanistes pour créer dans notre tête le transhumain. Depuis toujours. Gilgamesh, déjà, on se pose la question de mon Dieu, quel est le secret de la vie éternelle? Ça a fait la littérature, ça a fait le monde du langage. Donc le langage s'est toujours occupé d'affronter et de transformer et d'aller sublimer cette question de la finitude. Là c'est ça, aujourd'hui il s'agit de choper au logos ce monopole et de dire c'est la technique dorénavant qui va aller s'occuper de ça. Ça en revanche c'est problématique parce que c'est la fin des humanités. Parce que qu'est-ce qui fait que les humanités ont encore une petite longueur d'avance? C'est qu'elles affrontent cette question. Elles affrontent, elles proposent des choses et ce que je vous renvoie, je ne le dis pas tout à fait comme ça, mais presque toujours dans la robustité, au texte de Rémi Brague, l'humanisme est-il en voie de disparition, où il dit, voilà, il faut quand même, il ne faut pas se tromper. Ah oui, je ne sais pas du tout fait ce que je voulais. Donc, l'humanisme, dit-il, voilà, le transhumanisme, déjà, c'est précisément d'aller attaquer les arts libres, les arts qui rendent libres. Hein. Les humanités, c'est ça. Hein. Et de déplacer le salut de l'humain vers la technique, vers d'une certaine manière l'inhumain. Et il dit, voilà, dissoudre l'humain plutôt que de le comprendre. Et ça me rappelle là aussi ce texte génial de Václavic. Václavic, dans les années 80, écrit ce texte qui a fait tout le monde, comment réussir à échouer. Et qu'est-ce que raconte ce texte? Il raconte comment le fait d'aller chercher ce qu'il appelle l'ultra-solution fait que précisément ça construit votre malheur. Et l'ultra-solution, c'est que, en gros, à un moment donné, il reprend cette formule, voilà, opération réussie, patient décédé. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, le fait, si tu supprimes le problème, a priori, tu vas trouver la solution. Bon. Et c'est parce que quelles sont les règles à surtout éviter pour ne pas précisément réussir à échouer? C'est exprimer son objectif de façon négative. On est en plein dedans, hein, ne plus mourir. Les humanités, c'est vivre autrement. Ne plus mourir. C'est vivre autre chose. C'est se transformer, c'est sublimer, mais c'est pas ne plus mourir. Bon. Donc déjà, quand on commence à exprimer son objectif de façon négative, compliqué. Généralement créer encore plus de complications, la solution, encore plus de complications que de solutions ou que de gratification. Et c'est vrai que c'est un inconnu, quelque chose de très 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 vaste.
la modification, on le voit notamment par exemple concernant la modification génétique, on se pose la question de modifier par exemple le génome des moustiques pour le rendre, pour précisément faire en sorte que ce soit moins dangereux pour les hommes, mais en fait on sait très bien que l'évolution fait que des résistances nouvelles se mettent en place et que les apprentis sorciers que nous sommes en faisant cela, nous maîtrisons pas tout le jeu évolutionniste qui peut se mettre derrière cela et renforcer au contraire de manière considérable ce que l'on avait tenté de Alors quand même, je poursuis un petit peu, parce qu'on a commencé un peu plus tardivement, avec, comme j'ai dit tout à l'heure, la critique, non pas cette fois-ci morale, mais la critique plutôt scientifique du transhumanisme. C'est un texte notamment d'Éric Lebourg, toujours dans Gérontologie et Société. Un texte qui s'appelle Longévité et immortalité humaine, délire, billevesée et réalité. Et donc il va aller interroger ses espoirs ou ses prétentions des transhumanistes, puisque, encore une fois, je redonne le calendrier, notez bien, donc la première étape, on l'avait dit, c'est 2010-2025, la deuxième révolution biotechnologique, c'est au-delà, et normalement, dès 2035, on a une ère de l'intelligence artificielle et des nanotechnologies qui nous permettent de reconstruire nos corps, nos cerveaux, au niveau moléculaire et d'ajouter chaque année 1 an à l'espérance de vie. Donc c'est rien. C'est ça ce qui est proposé. Bon, alors, la seule chose, dit-il, c'est que tout cela oublie une chose, c'est que la longévité n'est pas une chose qui se vit indépendamment, dit-il, des autres caractéristiques de l'espèce. Vivre longtemps, dit-il, n'est pas nécessaire pour les espèces, pour toutes les espèces, qui, par exemple, la souris, se reproduisent rapidement et presque sans limite. Par contre, c'est indispensable pour les espèces peu prolifiques dont les petits sont longtemps dépendants des parents, etc., etc. Donc, en gros, ça veut dire tout simplement qu'il existe donc un compromis, dit-il, évolutif, qui fait que la longévité humaine est de quelques décennies, et que cette longévité ne peut pas évoluer de façon indépendante des autres caractéristiques de l'espèce. Accepter que cela soit possible dans un futur prochain signifierait qu'il serait possible d'écarter, c'est là où c'est compliqué, d'écarter les millions d'années d'évolution qui ont fait que les espèces de mammifères ont des longévités différentes en fonction de leur stratégie reproductive et que de plus, la longévité des mammifères est moins plastique que celle des insectes. En somme, dit-il, les transhumanistes ont des conceptions scientifiques extraordinairement dépassées, simplifiées, qui ignorent les concepts de base de la biologie, comme notamment l'existence de stratégies reproductives impliquant des covariations entre fécondité, longévité, durée du développement, de gestation, etc., etc. Donc, on a là, en fait, les transhumanistes fonctionnent avec cette idée de la conception cartésienne de l'animal-machine, qui est bien évidemment intenable dans un système post-darwinien, c'est-à-dire où on connaît quand même toute une série de choses concernant l'évolutionnisme, et on sait très bien qu'un organisme n'est pas la simple addition de molécules, de cellules, d'organes, etc., mais que c'est un système en relation, avec des relations dialectiques entre ses composants, et qui bien évidemment est lui-même inséré dans un environnement qui est
inséparable de lui. Et dernier point, il rappelle cette chose que, parce que ça aussi souvent, de façon un peu facile, les transhumanistes oublient qu'en science, il appartient à ceux qui font une hypothèse, ce qui est leur cas, d'apporter des arguments expérimentaux en sa faveur, et ce n'est pas à leurs opposants de montrer qu'elle est fausse. Adopter une autre démarche impliquerait de demander aux scientifiques de prouver par exemple que les fantômes ou le monstre du Loch Ness n'existent pas. Ce qui, en dernière nouvelle, n'est pas la manière dont procède la science. Donc ça aussi, cette chose qui s'appuie sur la science retourne sans cesse la méthodologie de la science pour bien évidemment prouver sa véridicité. Et ça, vous avez ça notamment dans le petit texte d'Éric Lebourg, toujours dans Géontologie et Société, prolongévisme, puisque c'est maintenant comme ça on appelle ça, prolongévisme et données empiriques sur la durée maximale de la vie humaine. Parce que là aussi, on oublie que, en fait, pour l'instant, en tout cas, je ne sais pas que ce sera autrement un jour, mais pour l'instant, nous avons en durée, en valeur absolue, en fait, nous n'avons pas changé la durée de vie des hommes. Il y a toujours eu des cas, notamment là, 4, 5, 6 siècles, en tout cas on a des textes ici ou là, de tout d'un coup des vieillesses absolument rarissimes de 150 ans, 120 ans, etc. Alors le problème c'est que très souvent l'état civil n'est pas non plus des plus précis quand il s'agit d'aller si loin. Mais quand même, il y a des textes de médecins notamment racontant leur expérience ou même des grossesses à 65 ans, comment dire, dans l'ancien régime, que sais-je, enfin, il y a des cas. Qu'est-ce qui a changé? C'est le nombre. C'est-à-dire, c'est pas la valeur absolue, c'est pas que nous vivons plus longtemps en valeur absolue, non, c'est que nous sommes plus nombreux à vivre plus longtemps. Donc c'est la moyenne qui effectivement gagne, mais en revanche, pour l'instant, nous ne sommes pas allés tellement plus loin, dernière nouvelle, Jeanne Calment c'est 122 ou je ne sais plus, que, a priori, allez, on va être généreux, 150 ans. Nous n'avons pas fait cette expérience d'un saut, comment dire, absolu. Alors, quelques pas de course. Donc, hein, on l'a bien vu. Donc, qu'est-ce qui est par exemple reproché chez Jean-Michel Desniers? Qu'est-ce qui est comment dire, de toute façon là, on va effectivement, on pousse un tout petit peu, mais pas très longtemps. Qu'est-ce qui est critiqué dans Jean-Michel Desniers, le post-humanisme ou la fatigue d'être libre? C'est un texte dans La pensée de midi, la revue La pensée de midi, texte 2010, où alors la fatigue d'être soi, on se souvient de ce texte bien sûr, Marenberg, et puis il ne fait pas référence à Marenberg, mais il fait référence à Tocqueville comme étant l'un des premiers à suggérer que la fatigue d'être libre est inscrite, dit-il, chez Tocqueville, en tout cas selon Tocqueville, dans le devenir des sociétés modernes. Et précisément, il considère que le post-humanisme témoigne de cette fatigue d'être libre, d'être soi aussi, dans la mesure où quel est l'enjeu pour le transhumanisme? Tout simplement de faire taire et d'empêcher tous les points limites, toutes les expériences limites de vulnérabilité ou
de manque, bien sûr la maladie, cesser d'être malade, cesser de souffrir, cesser de vieillir grâce à la nanomédecine, grâce aux neurosciences, ne pas mourir grâce, dit-il, aux techniques de l'uploading, qui normalement est là pour soi-disant préserver le contenu de notre cerveau sur des matériaux inaltérables. Tout faire pour ne pas, en gros, fonctionner avec l'indétermination et le hasard. C'est pour ça qu'on est dans l'ultra-déterminisme. Bien sûr, dépasser la question de la naissance, se fabriquer à volonté grâce à la transgenèse ou à l'ectogenèse, etc., etc. Bon, très bien. Donc, ça, et je l'ai dit tout à l'heure, premier point, ce qu'on nous propose là, en fait, n'est pas un homme augmenté, mais une ultra-simplification de ce qu'est la vie. Alors, il donne quelques exemples. Satisfaire aux exigences des automates téléphoniques qui nous réclament des mots-clés, alors que nous aurions voulu donner des explications, sans le vécu, à un interlocuteur attentif. Obéir à l'injonction des robots qui doivent nous reconnaître et donc nous scanner avant de nous laisser passer ou de nous offrir leurs services, accepter de réduire notre langage à l'élémentaire, de supprimer la syntaxe, etc., etc., etc. Donc en fait, bon, l'expérience classique, c'est que nous faisons chaque jour quand vous faites face à une intelligence ou en tout cas un système algorithmique, de fait, vous êtes bien obligé de fonctionner par mots-clés et de laisser de côté le langage. Donc si ça, c'est de l'augmentation, au sens de l'amélioration, non, c'est de la simplification. Donc, premier temps, critique, parce que, comme Rémi Braille, c'est la forme de l'humanité, très bien, mais l'homme augmenté est un homme simplifié. Deuxième temps, le consentement à la technique est en fait un asservissement. Le consentement à la technique, c'est véritablement ne plus être dans le hasard, ne plus être dans l'indétermination et en fait se soumettre. Créer une illusion d'autonomie, bien sûr, mais en fait la déposer au pied de la technoscience. Donc il y a un problème d'asservissement nouveau. 3, c'est quand même quelque chose d'assez fascisant, au sens où la norme de l'homme n'est plus la vulnérabilité, c'est une exigence d'un nouveau, on connaît ça, l'histoire même. On ne confie plus à la sublimation le soin de gérer la vulnérabilité ou tout simplement à la médecine non réifiante. Et on tente de mettre en place cet homme nouveau, jusqu'où cet homme nouveau n'est pas un homme dit supérieur. Là aussi, et dernier point, je vous renvoie à un texte, on l'avait cité tout à l'heure, dans l'étude « Les nouvelles technologies vont-elles réinventer l'homme ?» où il rappelle que, attention, bien sûr, l'homme est homo faber. Homo faber, ça ne veut pas dire species technica, hein, ça ne veut pas dire espèce technique. Dernière nouvelle, on ne l'est pas encore, ça. Species technica au sens de Gilbert Montjoie. Mais bien sûr, l'homme est homo faber, homo habilis, etc., etc. Mais l'homme a toujours été, dit-il, et il fait référence à Bernard Stiegler, dans son texte « La technique et le temps », où Stiegler dit que l'homme, en fait, s'est toujours inscrit dans un devenir technologique. Mais qu'est-ce que c'est que technologie? Vous l'entendez déjà au niveau de l'oreille. C'est bien évidemment l'articulation de la techné et du logos. Donc, ça n'a jamais été une technique automisée et dessaisie du langage. Jamais. Elle a toujours fait corps avec le langage. Elle a toujours noué
des relations où le premier outil de l'homme aussi est le langage. Et où à chaque fois qu'il fait un outil, de toute façon, il disserte et il critique cet outil par le langage. Donc c'est pas simplement la technique, c'est aussi bien évidemment la question du logos. Alors, bon, voilà, on va s'arrêter là, je crois, sinon... donc, on découvrira... ça fait rire. On découvrira l'orphisme une autre fois, et on fera ça, je ne sais pas quand, mais on va trouver. On va trouver, parce que c'est quand même très intéressant. Ça renvoie bien sûr à Pierre Hadot, qui avait fait ce livre magnifique sur le voile d'Isis. Et l'orphisme, pas simplement pour faire un tour par la mythologie, mais pour vraiment essayer de voir qu'est-ce que ça peut nous apprendre comme manière de penser la science, de penser l'homme, de penser la connaissance de soi, de penser le rapport au corps, etc. Et puis aussi, une prochaine fois, vous parler des leçons issues des Blue Zones. Je fais un teasing pour un prochain cours. Qu'est-ce que les Blue Zones? Les Blue Zones, c'est... Il y en a 4. C'est la Sardaigne, c'est une île en Grèce qui s'appelle Caria, c'est un petit endroit du Costa Rica, et bien évidemment aussi cette île qui s'appelle Okinawa. Et c'est ceux qui ont, en tout cas aujourd'hui, la plus grande espérance de vie. Et voilà, j'ai gardé le meilleur pour la fin, mais ça sera un prochain cours pour expliquer les leçons qui sont tirées de ces différentes zones pour vivre plus longtemps. Donc ça sera une prochaine fois. On va trouver un moment pour le